planification, moi, ça fait plus de 10 ans que j'en parle, mais je vous dis, on avait commencé, je crois, à l'époque avec OrthoView, mais il y avait des problèmes de stabilité, il y avait des problèmes de PAX, il y avait des problèmes d'informatique localement, et j'ai fini par craquer, quoi. Donc, Ouais, c'est pour ouais, ça qu'à la fin, je voulais plus m'enflammer, mais bon, il faut qu'on évolue quand même. Et donc, oui, ça fait au moins 10 ans que je taraude l'administration, et puis là, bon, ouais, là, on voit bien que l'évolution fait que ça va devenir incontournable, quoi. C'est évident. bien Donc, sûr. on a remis la pression à M. Bouchiron, notamment, à qui on en a déjà parlé il y a déjà 3 ou 4 ans. Et Ouais, bon, on espère que petit à petit, ça va faire son chemin, quoi. Donc, je ouais, pense que chacun de notre côté, dans nos différents domaines, on a déjà évoqué ça à plusieurs reprises, oui. ouais, bien sûr. Après, M. De Coucy, bon, les prothèses des dépôts, bon, il en fait pas beaucoup, hein. Mais bon, après, c'est partie des standards et il faut évoluer, quoi, de toute façon, Ouais, hein. Et j'espère qu'il assistera au topo jeudi. ok. Très Moi, bien. j'ai envoyé des liens à tout le monde, hein, dans le service, donc là, ils n'ont pas d'excuses. J'ai remis une couche dans mon mail aujourd'hui aussi. Bon, ça très bien. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour, merci de ta présence. On n'avait pas démarré parce qu'on attendait un tout petit peu plus d'audience, parce qu'on avait pas mal d'inscrits, mais les gens tardent un petit peu. Oui, bonjour, pardonnez-moi pour le retard. Non, 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 il y a pas de souci. Chier. Les contraintes d'emploi du temps. Bon, je pense on va peut-être démarrer. Et puis, du coup, comme vous étiez là hier, docteur Bogion, et puis bon, Romain, je pense que tu connais un peu Medicad, Oui. on va bypasser la mini présentation et puis on va attaquer directement avec le sujet du jour et la planification 3D du genou. Notre collègue Maximilian Bauer, qui est Bonsoir. connecté, notre chef produit sur le logiciel 3D genou. C'est lui qui va vous présenter donc les modules disponibles. Donc dans le module, enfin dans le logiciel Genou 3D, aujourd'hui on a trois parties distinctes par rapport aux autres logiciels. On a une partie, on va dire, prothétique, comme dans le module hanche que vous avez vu hier, donc avec la possibilité de faire des simulations d'implants primaires et puis de révision. On va présenter plus spécifiquement une planification hybride 2D, 3D qui va être intéressante pour limiter, on va dire, tout ce qui est irradiation patient avec un scan partiel sur la partie genou donc en 3D. On enchaînera ensuite avec le module d'ostéotomie correctrice. Et puis, on montrera rapidement également le module d'analyse fémoro-patellaire. Et puis, on terminera par une partie 2D qui est incluse dans le logiciel 3D, qui est un module d'ostéotomie validé par l'AO, qui fait des propositions donc automatisées au-delà de ce que Medicad 2D peut proposer dans son module ostéotomie. Là, le logiciel va vous faire l'analyse complète, hein, et vous proposer des corrections automatiques, évidemment, qui restent à la charge du médecin de valider. Voilà. Max, donc Max est allemand, mais parfaitement francophone, hein. Donc, c'est lui qui va vous présenter tout ça. Merci pour l'introduction, Pierre. Euh, Quand on veut passer dans la troisième dimension en planifiant une arthroplastie du genou, on peut, avec notre logiciel, commencer par ce que vous êtes en train de regarder sur mon écran partagé. Vous avez à droite la jambe entière avec les mesures là-dessus. On commençait par un valgus de 14 degrés. C'est un immense valgus, hein, une immense déformation de la jambe, hein. Vous prenez avec notre logiciel toutes les valeurs dont vous avez besoin, comme le valgus varus, comme le HAMA et les angles autour du genou
Et ce que fait le logiciel pour vous, c'est détecter les déformations. Dans ces cas, on a corrigé cet immense valgus à 0 degré. Alors, on a maintenant une jambe toute droite avec 90 degrés, MLDFA 90 degrés, MMPTA. C'est l'alignement mécanique de la jambe entière. C'est pas le seul chemin à suivre dans notre logiciel, hein. Il nous permet de aussi garder un petit valgus ou un petit varus de quelques degrés et aussi d'incliner un peu le joint pour éviter que le genou soit trop en stress, hein. Les ligaments sont beaucoup en stress si on corrige une telle déformation vers la jambe droite. Alors, c'est la partie 2D, mais maintenant, ce qu'on rajoute, c'est un tout petit scanner, une toute petite scanographie du genou pour planifier l'alignement dans le plan axial, hein, la rotation des composantes. Et en fait, c'est une combinaison 2D et 3D. Et en 3D, vous choisissez les implants et vous faites votre rotation, votre planification de la rotation, hein. C'est pour s'attaquer aux problèmes dans l'arthroplastie du genou, vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec le plateau tibial, hein. Il y a des femmes assez petites avec des plateaux tibiales qui ne sont pas symétriques. Il existe des composantes tibiales symétriques et pas symétriques. Dans la planif en 2D, c'est toujours compliqué de deviner les tailles des composantes parce que les vrais problèmes sont pour les composantes, je dirais, pas dans le plan AP, mais dans le plan axial, supérieur, inférieur. Alors, vous avez entré dans le monde 3D en combinant la radiographie d'une jambe entière. Là-dessus, vous mesurez les déformations, vous faites la correction et le logiciel vous donne les hauteurs possibles de la résection au fémur, mais au côté médial, 11 mm, latéral 4,5, au tibia médial 8 et au tibia latéral 7. Et en utilisant du matériel 3D, ça peut être même un scanner hanche, genou, cheville, mais aussi seulement un genou. Vous planifiez la rotation, soit avec par rapport aux épicondyles, comme je l'ai fait là-dessus, hein. Maintenant, si je regarde ma composante fémorale que je viens de te faire voir, je peux maintenant ajuster la rotation par rapport aux épicondyles. Maintenant, on a 13 degrés et moi, j'essaie de couvrir la trochléa pour permettre un bon mouvement rotulien, hein.
Et maintenant, je passe vers 0 degré. Il y a des questions pour l'instant. Oui. Comment vous arrivez à combiner là, le scanner sur le genou et le Pango, justement, pour les axes? Mhm, Comment vous associez, là, comment vous associez informatiquement les choses là? mhm. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire maintenant. Euh, alors, on commence par charger les images en format DICOM, comme Mhm. d'habitude. Euh, j'ai mon scanner et ma radiographie. Maintenant, je passe à la planif hybride et je démarre mon plan. On fait la calibration de la radiographie. Mhm. On dit aux images qu'il est en plan AP. Et maintenant, on est dans le mode hybride, dans le mode de la co-régistration, du matching, si vous voulez. Mhm. Maintenant, je choisis des points qui sont bien visibles aux deux images, peut-être les épicondyles ou les condyles, les points très très prominents. Euh, peut-être ces 5 points. Je vérifie, je fais la même chose sur la radiographie. Euh, cette co-régistration, c'est pas seulement au niveau de la visualisation. Il n'y a aucune valeur qui est échangée. La combinaison est seulement une combinaison au niveau de la visualisation parce que vous prenez des valeurs de la radiographie et vous prenez des autres valeurs du scanner, hein. Vous ne faites pas un échangement des valeurs, hein. J'ai choisi ces points-là et je termine ma planif hybride. Maintenant, je fais le calcul pour la jambe entière, pour l'axe mécanique de la jambe entière. Je commence par le centre d'articulation de la hanche, le trochanter, la base du genou fémoral avec les épicondyles latérales et médiales, la base du genou tibial sont les ostéophytes. Ensuite, la cheville. Et aussi les axes anatomiques du fémur et du tibia. Maintenant, le logiciel me donne les valeurs, hein, 14 degrés de valgus. Ensuite, je définis mes landmarks axiales, hein. Dans mon cas, j'aime bien mesurer par rapport aux épicondyles. Je ne sais pas par rapport à quelle ligne vous mesurez, mais il existe aussi la ligne Whiteside, la ligne AKJ pour la composante tibiale. Et on a aussi l'axe de flexion, le cylindre de Eckhoff dans les condyles. Maintenant, on fait la correction, fait appliquer. Et c'est un moment
très, très stressant pour un ordi parce que maintenant, il corrige la jambe et ensuite, il corrige aussi le scanner pour avoir une ligne droite, pour obtenir la jambe euh, droite, tout droite. J'ai quelques valeurs à jouer. Comme je l'ai déjà dit, on peut garder un certain varus ou valgus. Si Valgus. on commence par un immense valgus, peut-être qu'on veut garder un certain valgus. Euh, et les, euh, les auteurs de résection suivent, hein. Vous pouvez regarder les valeurs et moi, je change le valgus. Je le remets à 0 et vous allez voir comme il bouge, hein, Mhm. les valeurs de résection. Alors, vous avez tout à fait euh, la possibilité de opter pour un alignement cinématique ou plus anatomique que la jambe tout droite, hein. Vous avez aussi le moyen d'incliner le joint par 3 degrés pour arriver à 87 degrés MLDFA et MMPTA si vous voulez. Euh, pour l'instant, parce que c'est un peu l'habitude, je garderai la jambe tout droite avec une base de joint parfaitement parallèle au sol. Euh, si ça vous dérange pas, et on termine. Ok. Maintenant, c'est ce que reste, c'est juste choisir les composantes et on a fini. Qu'utilisez-vous aujourd'hui, docteur Bogion? Vous faites de la navigation, des guides de coupe sur mesure? Non, enfin, non, non, j'utilise un système vous savez, des gyroscopes, là, l'IAssist. C'est avec des accéléromètres et gyroscopes en fait, on calcule le centre mécanique de la hanche et du tibia. Et c'est un guide de coupe, en fait, si vous voulez, quoi. En tout cas sur les axes, mais ça va pas plus loin. D'accord. Et on fait surtout jouer l'expérience. Ouais. Mais bon, faut peut-être penser à la phase après. Euh, dans notre cas, je vais avec la persona du Ok, fabricant Zimmer Biomet, très vu bien. Moi que aussi. elle est... Ah, ok, ça tombe bien. Vu qu'elle est très souvent utilisée, hein, très, très Oui, commune oui. comme composante fémorale. Et maintenant, on profite d'un moyen de planifier en 3D la taille sans erreur de calibration, hein. Pas besoin de calibrer un scanner. Et en plus, euh, on peut planifier la rotation par rapport aux épicondyles, vu qu'on a mesuré notre ligne épicondulaire. J'insère une composante tibiale. Oui, c'est ça. Euh, Il y a ce qui est assez cool, je trouve, la possibilité d'effacer les composantes euh, et de changer la visualisation des os, hein. Soit en mode vert
soit en mode osseuse pour mieux voir comment est-ce qu'on peut positionner euh, la composante tibiale. C'est déjà tout. Il y a encore des questions sur la démarche ou la suite des fonctions? Oui, est-ce que la visualisation 3D permet de simuler les coupes? Euh, les coupes, on prend les coupes de la radiographie. Euh, on fait le calcul entre les bases fémorales et tibiales, médiales et latérales, et on vous donne les valeurs euh, seulement dans le plan AP. On vous donne pas les valeurs dans les deux autres plans. Ah, allez, si vous aimeriez avoir la coupe postérieure ou antérieure, ce n'est pas encore possible avec le logiciel, hein. Je pensais plutôt sur la visualisation du scanner 3D, qu'on puisse voir l'os, mais avec la Cou- coupe Ah, tibiale et la coupe discale, par exemple. compris. Non, non, le logiciel corrige les axes. Rien que ça. On fait pas la coupe sur le scanner. Le logiciel ne fait que corriger les axes, les mettre ensemble pour. C'est compris, merci. Ouais, mais on fait pas la coupe là-dessus. Hmm. Mais ça, c'est pas des guides de coupe, hein, et effectivement, c'est pas la vision chirurgicale des choses. Donc, ça permet de voir l'encombrement des prothèses, ce qu'on s'attend à faire, mais en fait, on n'a pas un modèle qu'on peut reproduire in vitro, in vivo, pardon. Et puis, le fait de corriger les axes, on parle de grand valgus, ça va retentir aussi sur l'épaisseur du polyéthylène. Et bon, est-ce que là, il n'y a pas des petites surprises parfois, vous voyez? Vous dites si on corrige des grosses déformations. Ouais. Parce que bon, on voit que ça crée un gap là sur la simulation où Hmm. il y a l'espèce de vide, la bande noire là. Donc Oui, voilà, donc en fait on se pose bien comme il faut avec la bonne prothèse, bonne, la bonne direction. Après, pour la gestion du gap, c'est un peu plus difficile, j'ai l'impression, non? hmm. Oui, avec la planif, on est On peut pas euh, tout faire. seulement image, hein. On est basé sur nos images. On a pensé à intégrer certaines informations sur les ligaments, mais pour l'instant, on reste purement image, hein. Aussi, ouais. Planifier, osseuse planification, osseuse sans se rendre compte des ligaments. Euh, c'est, oui, tout à fait, hein. C'est un problème de la planification où la planification ne peut pas aider. Et oui, parce qu'on peut faire la planification. Bon, non, mais en tout cas, c'est déjà un très bel outil, hein, c'est un progrès. Pareil, parce on a on a des repères scanographiques pour le plan bipicondylien, et on sait bien que in vivo, parfois, c'est pas aussi évident. C'est-à-dire que ça nous donne des guidelines, et après, bon, à nous de le reproduire, quoi. Mais Max, si je peux me permettre, sur une planification non hybride, par contre, tu peux voir les résections osseuses Sur le scanner sur le scan, aussi. hein. Oui. C'est un peu- Mais l'idée de la planif hybride, c'était que personne prenait un scanner pour une arthroplastie primaire, hein.
On a aussi une suite de travail pour les arthroplasties en 3D, en pur 3D, mais pour aussi voir la coupe. Mais J'ai un exemple ouvert si tu veux sur. OK. Mhm. Je peux le montrer si tu veux. Vas-y, vas-y. J'avais ouvert un exemple au cas où. Voilà, je sais pas si vous voyez bien l'écran. Et là, donc, on est Oui, on le sur, voit. voilà, on est sur un scan complet donc de la jambe. Et là, donc, en effet, du coup, on peut simuler les La réflexion. sections. Et vous retrouvez toute la chaîne de mesures donc, qui a été mentionnée tout à l'heure. Il y a un petit peu plus de mesures peut-être même dans le module purement prothétique non hybride avec toutes les mesures qui sont affichées sur la gauche, donc tout ce qui est des mesures également de torsion fémorale et tibiale, et puis ce que mentionnait Max également, tout ce qui est axe de flexion et d'extension et différentes lignes Whiteside et Akagi. Je pense que ça répond un peu plus à votre question peut-être, hein. Disons qu'avec un scanner, un membre inférieur entier, on a plus de repères osseux, on va dire, fiables. Ouais, Et après, effectivement, on a quand même besoin d'avoir le pangologramme qui donne une idée un peu globale et dynamique, sachant qu'en plus, il y a des biais de réalisation avec les torsions. Donc, le mode hybride, il est quand même intéressant, quoi. On peut avoir un scan complet en mode hybride aussi, hein, Ouais, ça reste sur le intéressant quand principe, hein. même. Vous pouvez très bien avoir les deux, hein. Par contre, Non, le mode hybride ne permet pas de gérer voilà, toute cette partie résection non, mais, qui non, sont mais accessibles. on vous pose la question piège, parce qu'en fait, il y a, je crois, à ma connaissance, il n'y a aucune solution qui permet de répondre à toutes les questions qu'on vous a posées. C'est juste qu'on se dit, peut-être qu'on a un bel outil, du coup, il peut aller, quoi. Bien sûr. Pour couvrir quelques soucis, mais pas tous les soucis. Mais c'est vrai que pour des gens qui sont un peu dysplasiques, des tailles un peu extrêmes, c'est vrai que d'avoir une idée de savoir où on part, si on a une idée des réséctions, parce que là, quand vous dites qu'il faut réséquer 12 à 11,2 mm, bon, il est clair qu'on n'a pas les outils opératoires pour faire déjà, on n'est pas sûr d'avoir les mêmes repères, déjà, d'une part, et d'autre part, on n'a pas les instruments suffisamment précis. Et ça donne quand même on voit qu'on est dans les rails, quoi. C'est déjà un bel élément, quoi. Mais Euh, la solution magique qui fait tout à notre place, ça n'existe pas encore. Pas mieux, Le robot qui fait tout. On sera encore, on a le temps d'aller jusqu'à la retraite. Tu voulais, Max, tu voulais mentionner peut-être justement la partie révision euh, par rapport au fait de planifier sur un scan complet. Tu as abordé Mhm. ce point-là. Oui, alors, je reviens, je Tu reprends partage mon Ouais. écran de nouveau. Et surtout, ça peut être intéressant quand on a besoin, quand on peut utiliser des trabéculaires en métal, des choses comme ça, vous intégrez sur les planifs. Dans les Euh, blancs, je pense qu'on doit avoir, oui, tout ce Parce que qui est. ça, c'est un vrai intérêt. pour passer aux révisions des arthroplasties du genou, euh, j'ai choisi euh, un scanner comme un peu un profil de torsion. Ah, j'ai une petite partie de la hanche, du genou et de la cheville. Et, je peux commencer par regarder ce qu'a fait le médecin précédent ou le médecin qui a fait l'arthroplastie primaire. Je vois que il a corrigé la jambe vers l'axe mécanique. J'ai 90 degrés. MMPTA, MLDFA,
Si je regarde bien là-dessus, je vois aussi que euh, le médecin, le chirurgien a coupé la pente tibiale Merci. horizontale, ce qui est de moins en moins fait. En fait, il faut donner une certaine pente tibiale au plateau tibial. Alors, je commence par réviser un peu le travail de mon prédécesseur. Euh, Ensuite, ce que j'avais déjà fait, j'ai effacé les composantes primaires, hein. C'est tout noir, hein, le logiciel voit, euh, parce que le métal absorbe tous les rayons. Euh, alors, je peux effacer l'implant, les implants primaires, et je viens avec plusieurs composants, plusieurs implants, surtout des fabricants Link et ImplantCast, parce que chez nous, on a beaucoup par exemple, des cônes tibiales, des stems, euh, où les implants ou la planification des implants devient encore important parce qu'on ne sait pas euh, quelle taille euh, euh, passe dans l'os, hein, et on veut éviter des problèmes péropératoires, hein. Euh, on a par exemple des stems tibiales et fémorales. On a aussi des cônes. On a aussi des augments. Alors, tout ce que vous pouvez imaginer pour vous aider à planifier des révisions, des révisions complexes avec une grosse perte d'os, hein. C'est l'idée. Euh, et c'est à vous de réviser avec les mesures et regarder ce qu'avait fait avant. Euh, mais vous pouvez également juste insérer les composants et regarder, hein, juste avec les composants. Euh, Exactement. Alors, euh, c'est déjà tout, hein. C'est une suite de fonctions assez rapide, hein, assez simple. Il y a des questions là-dessus? La situation qui peut se poser parfois, c'est quand il y a des déformations tibiales, quand on fait une prothèse de reprise. Et bon, il faut mettre une quille longue et parfois le tibia, l'axe du tibia n'est pas forcément parallèle à l'axe mécanique. Est-ce qu'il y a moyen de l'anticiper, ça, avec le... Non, non. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas, euh, en analysant le diamètre, l'axe de la diaphyse, créer un axe vous voyez, de projection et voir le différentiel avec l'axe mécanique? hmm. Euh, le truc, c'est que pour voir ça, il faut un moyen de repositionner euh, pour combiner les deux composants. Et dans notre planif, on suit l'approche de d'abord résection et ensuite les tailles, les composantes. Si on suivait dans l'approche dans l'autre sens, ça donnerait
d'abord composantes, après l'alignement des composantes, hein, pour qu'ils sont l'un à l'autre. Mais vu qu'on suit l'autre approche, on n'a pas les moyens de repositionner les deux composantes. Non, ce n'est pas possible de voir comment l'axe évolue. Très bien. On passe à la partie ostéotomie correctrice. S'il n'y a plus d'autres questions pour le moment. Pardonnez-moi, je vais devoir vous laisser. Ce sujet-là est de toute façon moins pertinent pour nous. Ça marche. Merci Romain. Et en tout cas, merci et puis à jeudi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Euh, une, une partie, une fonctionnalité du logiciel qui intéresse les chirurgiens de plus en plus, les ostéotomies, éviter le remplacement du joint, essayer de les garder le plus long possible. Et on a, comme disait Pierre déjà avant, développé cette partie-là avec là-haut une très grande entreprise de la recherche orthopédique qui fait des cours partout dans le monde et qui cherchait un moyen de ne plus devoir planifier avec crayon sur un bout de papier. Et ce qui nous a donné ces projets. Regardons ensemble maintenant. On commence par la calibration de radiographie. On fait le scaling. On dit au programme que c'est une image en vue AP. Maintenant, c'est très, très vite fait. Je démarre la segmentation pour que le programme puisse trouver l'axe mécanique de cette jambe. Je commence par le côté gauche et je démarre notre suite de travail à ostéotomie. Vous voyez que le programme a détecté tous les points importants, euh, les bases du genou, euh, le centre d'articulation de la hanche et aussi la cheville. Je peux ajuster en appuyant sur les points rouges et je fais basculer mes valeurs en faisant cela, hein. Vous voyez bien. Une fois que je suis contente, j'accepte, je continue. Et maintenant, ce que fait le programme, il me propose une certaine opération. Dans ce cas, un medial opening wedge HTO, vu que il a détecté la déformation plus grosse au tibia. Il veut corriger là le tibia. Il a raison. Ok, merci. Si vous voulez pas faire ce que propose le programme, vous passez aux autres options et vous choisissez une combinaison aléatoire du medial closing opening wedge DFO HTO. Mais moi, je suis débutant.
Euh, je vais vérifier et je suis ce que me propose le programme. Maintenant, le programme insère la coupe. Euh, je peux aussi ajuster la coupe. Euh, j'ai euh, le point de, où, où je commence, hein. Euh, Ça, c'est mon Cora, mon centre d'angulation euh, de la coupe. Euh, Maintenant, je choisis mon but de correction, peut-être 1,5 degré de valgus, ou plus, hein. Si je suis contente, hein, je peux insérer ma coupe, je peux faire ma coupe. Euh, il y a des alertes dans le programme, il y en a plusieurs, surtout avec ou dans les cas où l'utilisateur commence à dépasser des valeurs de normes, hein, des valeurs standards, hein. Le programme essaie d'éviter ou d'alerter euh, ceux qui utilisent le programme de ne pas euh, faire des pathologies, de ne pas causer des pathologies ou faire euh, d'une pathologie une autre pathologie. Euh, Dans ce cas, c'est juste une alerte pour dire faut pas surcorriger, faut pas mettre trop de valgus sur cette jambe. Maintenant, on a fini avec notre correction, hein. On a une coupe. On peut ajuster la coupe manuellement. Le programme nous donne euh, notre batch de 11 millimètres et de presque 9 degrés. On a les valeurs préopératoires et planifiées. Euh, on peut aussi insérer une deuxième coupe euh, pour l'exécution euh, pendant l'opération. Vous avez la ligne surtout pour les closing, pour avoir le triangle, pour éviter que les os ou une partie osseuse dépasse beaucoup l'autre partie osseuse. C'était une assez simple HTO. euh, juste pour simuler, euh, j'aimerais euh, mettre beaucoup plus de corrections, peut-être 4 degrés. Hmm. Il me dit que ce n'est pas possible, hein. Il essaie d'éviter des taquets de moins de 4 millimètres. Et tout ça, je dois faire manuellement, hein. Parce que ça s'est fait très vite. Je vais prendre un autre cas euh, pour passer aux deux niveaux aux ostéotomies de double niveau. Je commence de nouveau par calibrer l'image. Fais la segmentation.
là-dessus. Je dois un peu plus corriger. Maintenant, je peux accepter. De nouveau, il me propose d'abord une Medial Opening Wedge HTO. Je vérifie et maintenant, on prend un gros taquet. Et maintenant, vu que on dépasse un MMPTA de 93 degrés, qu'il ne faut pas dépasser, ça serait une valeur rouge. Et c'est pour ça que maintenant, le programme nous dit passer à une ostéotomie de double niveau. Maintenant, je lui dis, OK, je suis d'accord, insère la deuxième coupe. Je peux ajuster cette coupe. Et maintenant, il me donne mon but de correction, mon objectif de 4 degrés de valgus. Et comme je l'avais dit, avec un taquet d'un minimum de 4 mm, sans dépasser les valeurs jaunes ou milieu vertes. Hein. C'est un peu l'objectif, ou c'était l'objectif de ce logiciel de vraiment guider Indication. les chirurgiens qui font la planif. Ouais, Mhm. c'est ça. C'est un modèle 100% automatisé, quoi. Exact. Faut juste dire oui ou non ou autres options. Dans Medicat 2D classique, vous avez le module ostéotomie également qui, lui, reste en mode, on va dire, semi-assisté. Donc, les points peuvent être proposés automatiquement, comme ici, mais après, c'est à vous de tracer les coupes tibiales et fémorales, que ce soit pour une ostéotomie simple ou double. C'est plus manuel. C'est plus manuel, mais vous aurez quand même les résultats consolidés des deux coupes. Si vous faites une ouverture tibiale et une fermeture fémorale, par exemple, vous aurez la résultante dans le tableau de mesure dans Medicat 2D classique. Pour Alors, terminer, ce module AO est inclus dans le logiciel 3D, 3D genou. Enfin, donc, ça fait partie des modules, des fonctionnalités qui sont directement disponibles. Donc, on est dans ce module 2D, mais dans le logiciel 3D. exact. Un module qui dispose de toute fonctionnalité pour planifier sur le genou. Même les corrections de la pente tibiale. Les arthroplasties en 2 et 3D. Tu voulais terminer par une ostéotomie multiplanaire, non? Des rotations? Exact. Oui. Pour terminer, j'aimerais vous faire voir cette radiographie. Là-dessus, on voit une jambe dont les hanches et les chevilles sont à peu près dans le plan AP. Ah, je vois très, très bien les chevilles et les hanches. Mais si je regarde bien autour du genou, Mhm. je vois tout de suite que Sur la table. même les condyles dorsales du fémur sont visibles. Alors, il devrait agir des genoux qui sont
tourner vers l'interne, hein, vers le milieu du patient. Il s'agit d'une torsion fémorale excessive. Et chez nous, ou même vous aviez un tel cas et vous pensez à planifier là-dessus. Et peut-être que vous avez envoyé ce patient pour faire une scanographie de la torsion, pour examiner d'abord, parce que vous avez bien compris qu'il ne s'agit plus d'un simple valgus ou varus, mais c'est un problème dans le plan axial. Et, j'ai téléchargé ce protocole du scanner encore avec une toute petite partie d'hanche, genou et cheville, juste pour avoir les lignes importantes pour la torsion et peut-être quelques autres mesures du genou. Vu que la torsion ou les rotules instables correspondent souvent à une torsion excessive, on couvre les deux problèmes ou on couvre le problème de la rotule euh, instable avec une module mesure fémoro-patellaire. Et là-dedans, on a la torsion selon la méthode de Weidelich, qui fait comme ça qu'il insère ou il définit le centre d'articulation de la hanche. Ensuite, ils mettent une ellipse, un peu comme ça, pour avoir la ligne de référence proximale. Il fait la connexion entre les deux centres, le centre d'ellipse et le centre de cercle. Comme ça, je définis ma ligne proximale et ensuite, je prends les condyles fémorales pour ma ligne distale et le programme me donne la torsion fémorale de 36 degrés avec des valeurs standards et tout cela. Oui. Ensuite, je mesure la torsion tibiale. Je prends la ligne proximale et distale, la ligne transmalléolaire, l'axe transmalléolaire, avec 4 points. Et l'axe qui coupe le tibia et la fibule au milieu, c'est notre ligne distale pour mesurer la torsion tibiale. Maintenant, on a des valeurs pour les deux torsions. On a aussi la valeur de la torsion de la jambe entière et avec la version de genou de 4 degrés, les condyles fémorales par rapport au condyle tibial, au plateau tibial. Ensuite, et ça serait un procédé habituel ou très commun pour examiner la rotule instable. On, on prend la distance TTTG par rapport au condyle fémoral. Je cherche mon groove et ensuite les tubercles tibiales qui a
16, un peu plus que 16 millimètres. Avec ces mesures, ou le but de des examinations, si vous voulez, c'est de trouver les bons moyens d'opérer sur le patient ou de ne pas opérer, mais de le traiter de manière conservative. Um, on a plusieurs moyens de corriger une rotule instable, les trochléoplasties, les constructions d'MPFL, um, aussi des transferts du tubercle tibial et comme correction plus grande ou euh, euh, plus compliquée, hein, la correction osseuse, la plus compliquée, je dirais la dérotation. Et, ce qui offre à nous, euh, c'est planifier cette coupe, hein, euh, l'ostéotomie pour corriger la torsion. Et la démarche, c'est on insère une coupe, hein. Je vais couper au fémur distal peut-être. J'applique une correction de peut-être 20 ou 15 degrés euh, vers le côté externe. Alors, je diminue ma torsion fémorale de 37 à 21 degrés. Ça, c'est pour des élèves en première année. Mais ceux qui demandent beaucoup de cerveau, ou beaucoup de pensée en 3D, d'imagination de l'espace 3D, c'est euh, si j'incline ma coupe de quelques degrés, hein, en ce moment, la coupe n'est plus à 80 degrés à l'axe anatomique du fémur, mais maintenant incliné par 10 degrés, 10 degrés. Comme ça, je peux produire un certain valgus ou varus, hein. Là-dessus, le programme me dit, avec cette correction, tu vas produire un valgus de 2 degrés. Si j'incline ma coupe dans l'autre sens, je produire un varus, hein. Alors, je vois comment évoluent les valeurs de l'axe mécanique, de la torsion, et dans le cas où je coupe au tibia, je vois même comment évolue mon TTTG et même ma pente tibiale, si euh, je l'ai mesuré. Alors, je peux simuler, et pour nous, on regarde ça pas comme un outil pour digitaliser ou pour mettre en numérique ce qu'on avait pensé déjà bien avant. Pour nous, c'est vraiment, on commence par analyser, on fait des simulations de différentes coupes et après, on sait mieux ce qu'il faut faire, hein. On regarde ça plus comme une simulation que seulement mettre en numérique notre démarche d'opération, hein, si je peux le dire comme ça. Alors maintenant, on a corrigé notre torsion tibiale, de 15 degrés vers l'interne, vers le côté interne. Euh, et en même temps, on corrige la distance TTTG, parce que on coupe entre le TG qui est à peu près là derrière, hein, et
cette petite colline du tubercle, hein. On coupe entre les deux et comme ça, le TTTG doit changer, hein. On espère qu'il change et on peut mettre en valeur euh, cette, cette procédé, en fait, hein. Maintenant, on peut couper. C'est un peu la pensée derrière cet outil qui est, je dirais, le plus complexe dans ce programme. Il y a des questions? C'est pas des questions, c'est plutôt des constatations. Mais effectivement, c'est passionnant pour la compréhension des mécanismes et effectivement, comme vous dites, de savoir ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Après, effectivement, la difficulté en pratique, bon, ce n'est pas des opérations qu'on voit souvent et qu'on fait souvent encore moins. Mais après, la difficulté, ça va être de transposer ça dans le monde du réel. Et là, bon, ça, c'est l'avenir avec les lunettes, tout ça. Mais est-ce que c'est pas un gros point, ça, j'imagine? La mise en œuvre, vous dites. Oui, oui, c'est ça. Oui, la mise en œuvre. Alors, euh, l'outil vient euh, de, du procès euh, qui insère en fait des vis, hein, dans l'os. Euh, Maintenant, on connaît des autres moyens d'effectuer l'opération comme l'ostéotomie biplanaire, mais les gens disent que on ne peut pas beaucoup corriger avec une ostéotomie biplanaire. Ce qui est toujours en question, c'est comment mesurer l'angle. Et, beaucoup le font avec, oui, avec des moyens que j'ose pas à mentionner parce que il ne permet pas du tout de bien mesurer ce que on a fait. Mais comme vous dites, avec des lunettes de réalité mixte, de réalité augmentée, euh, ça va beaucoup aider, je pense. Et c'est aussi un thème sur lequel travaille Medicat. Euh, Pas encore avec des ostéotomies, plutôt pour les arthroplasties d'épaule, mais on pense déjà à afficher l'angle de correction et même plusieurs angles sur des lunettes et comme ça mesurer l'angle de manière assez correcte, hein, parce que c'est le plus grand problème que je vois en ce moment. Les mesures pendant l'opération sont Oui, pas c'est ça. bien faites. C'est pas, de toute façon, c'est un moyen, c'est passionnant parce que, et surtout, ça va servir aux plus jeunes qui n'ont pas le retour. Ça va diminuer la learning curve pour l'intégration en trois dimensions que vous avez montré. Donc, on commence à faire des plans obliques. Là, on commence à partir dans le monde où on est perdu quand on n'a pas d'expérience. Et même quand on a l'expérience, Hmm. on ne maîtrise pas tout. On croit maîtriser, mais on ne maîtrise pas tout. Et après, voilà, après, il faut arriver. Donc, la planification, c'est déjà majeur. Après, il faut arriver l'étape d'après à le transposer dans le monde du concret et l'étape d'après à le vérifier. Donc, après, bon, je pense que ça, c'est l'évolution naturelle de votre système qui va se compléter, non, avec le temps. Ça semble naturel, quoi. Sachant que l'intégration est de plus en plus compliquée, bien évidemment. Voilà, je ne sais pas Oui, si oui, j'étais assez clair tout dans ma à fait. remarque. J'avoue. Mais en Hmm. tout cas, déjà de savoir ce qu'on va faire et à peu près où sont les limites à ne pas franchir et tout ça, c'est déjà un bon en avant. Et ça, c'est sûr que on se dit comment on peut faire autrement que comme ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est déjà super, quoi. Et après votre outil, il va être aussi, à mon avis, particulièrement intéressant
pour l'analyse des échecs, comme vous dites. Alors, les prothèses, ça peut être les siennes ou celles des copains, peu importe. Mais analyser les échecs, les erreurs de positionnement, je pense que c'est utile aussi, ça, dans ce cadre-là. C'est ce qu'a fait Max tout à l'heure. Vous pouvez faire, si vous partez sans aller jusqu'à la reprise, mais vous pouvez refaire une planification sur un implant posé, faire comme une sorte de contrôle post-opératoire C'est ça. et utiliser les fonctions de mesure. Ouais. Voilà, on voit les axes, on voit les tailles, les conflits, les débords, les antéversions et tout ça pour la hanche. Et oui, c'est un bon moyen, ça. Mm. Surtout quand on laisse un peu la main parfois aux radiologues, certains sont un peu plus spécialisés dans l'orthopédie. Et quand ils font des mesures, qu'on essaie de les vérifier, on se dit, mais c'est quoi ce délire, quoi. Donc, ça nous permet de garder la main quelque part aussi. Bonne remarque. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant et bon, voilà, on se dit, bon, on en est encore vraiment, moi j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge, c'est-à-dire que bon, heureusement, on n'est pas trop débile et on arrive à faire des trucs, on se dit comment ça marche, mais on se dit, bon, il faut aller plus loin, quoi. L'étape d'après, on peut pas, la solution, enfin, ce type-là, c'est incontournable pour la compréhension, enfin, à mon avis. Ouais. Mais le problème, est-ce qu'en France, c'est exigible la solution? Parce qu'on a dit qu'hier en Allemagne, c'était Ouais, obligatoire. alors, c'est pas encore le cas. Je ne sais pas si vous étiez à la SFHG. Non. Il y a eu pas J'ai- mal de mouvements autour du projet Renacot, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une législation qui rentre en vigueur au 1er juin, donc le décret d'application d'une loi votée en décembre qui concerne de manière globale le suivi patient sur les chirurgies. Hmm. Dans ce cadre-là, évidemment, Les évaluations, c'est ça, hein. Les évaluations, les probes, c'est tout ça. oui, voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, le CNP Code s'est emparé du sujet en disant que ce serait bien qu'on développe un logiciel adapté pour ce qui concerne la chirurgie orthopédique. Et donc, ils ont travaillé avec la société DigiCare qui a développé Hortense déjà. Donc, l'idée, c'est de compléter, d'aller un peu plus loin, de mettre beaucoup de données qui seront à compléter par le patient lui-même dans une sorte d'auto-évaluation en pré- et post-opératoire. Mais il y aura évidemment une partie des données qui seront à compléter par le chirurgien. Le logiciel Renacode devrait reprendre normalement le registre des prothèses pour le simplifier et qu'il soit enfin appliqué. De notre compréhension, de ce que nous a dit le professeur Boigard, c'est que il y aura une obligation désormais aussi d'avoir une photo du code barre de la boîte de l'implant enregistrée. Voilà, et puis on devrait, j'espère, démarrer prochainement un groupe de travail avec Renacode pour définir un ensemble de mesures à minima, donc obligatoires, qui seraient complétées par le chirurgien dans le logiciel Renacode. Donc, on arriverait en gros de fait à une certaine obligation de planification. Alors, peut-être que toutes les mesures pourront pas être faites purement manuellement, mais ça serait certainement digitalement, ouais, numériquement. Effectivement, les mesures qui seront demandées dans ce registre sont disponibles Dans Medicad. dans le logiciel Medicad. Et donc, après, à nous de travailler pour les intégrer directement dans ce registre et faire gagner un temps effectivement aux chirurgiens. C'est l'idée, exactement. Mais en soi, il n'y a pas d'obligation de planifier pour le moment. Oui, mais enfin, on d'un point voit de vue légal, quoi. qu'il y a une petite pression qui fait qu'on va vers ça quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, Bien l'idée, sûr. ce sera avec des outils comme Medicad de disposer, on va dire, pas instantanément, mais quasi, il faudra quand même faire de la planification, mais de disposer de tous les résultats calculés automatiquement. Et après, vous pensez que, bon, on pose une prothèse, hein, est-ce qu'après, il faut faire des mesures pour vérifier que les choses soient conformes à la planification? Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Non, alors ça, il n'y a pas en Allemagne aujourd'hui. La planification, en fait, le rapport de planification reste
on va dire, une trace montrant que le praticien s'est posé, a réfléchi sur le cas du patient. C'est pas forcément ce qu'il a réalisé exactement en chirurgie. Après, en ouvrant le patient, on peut toujours avoir aussi potentiellement des surprises, mais il ne peut pas être jugé sur le fait qu'il y a un écart. Les écarts, il est capable de les expliquer, mais en tout cas, il a l'obligation d'avoir fait le travail, d'avoir fait les plans de la maison avant d'attaquer le. Voilà. Donc voilà, pour pas qu'on soit accusé de défaut de moyens, en fait. Exactement, Et après, effectivement, s'il y a un écart, c'est la question que j'allais vous poser, vous avez à moitié répondu. S'il y a un écart important, il faut pouvoir le justifier, en tout cas, de le compte rendu. tout à fait. En quel cas, bon, quelque part, ça me semble. Enfin, moi, je suis un peu pas procédurier, mais je suis un peu, on va dire, un peu carré. C'est pas la démarche de tout le monde. Moi, ça me Ouais. choque pas. Alors après, en France, pour la faire accepter, ça va être autre chose. Ça a été, alors, il y a quand même un changement de mentalité. Moi, quand j'ai redémarré l'activité médicale en 2016 en France, ouais, on était très peu connus. Maintenant, on est, comme je l'expliquais hier, on a quand même gagné pas mal de sites. Et c'est vrai que la planification était un peu perçue à charge par le chirurgien plutôt qu'une aide en cas de problème avec le patient. Je pense que les mentalités changent maintenant. Je pense qu'il y a eu quand même un travail de sensibilisation. Le Chaos, notamment, travaille beaucoup sur ces aspects-là. Et puis sur les filières, on va dire, les chirurgiens issus de filières où on planifie portent un peu le message. Mais ce n'est pas une question d'âge en plus, hein, c'est vraiment une question plutôt de filière, comme L'école, oui. des hôpitaux comme Cochin ou Diaconès, le Euh, Croix Saint-Simon à Paris, voilà, qui sont des planificateurs à 100%. Donc ça permet aussi de diffuser un message. un Et Cochin, ça a toujours été très carré, effectivement, mais c'était du 2D à l'époque. c'est encore du 2D. C'est nous qui équipons Cochin. Ça reste du 2D, mais voilà, après on peut critiquer le 2D, mais c'est mieux que rien. Et puis on évolue vers de la 3D et puis de l'intelligence artificielle pour encore plus d'automatisation dans la 3D, donc et puis de la représentation en réalité mixte, avec pour objectif, au-delà de la simple visualisation, d'arriver en effet à repositionner la planification 3D en réalité mixte directement sur le patient, à terme. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Hein. Voilà, mais écoutez,